Salut et bienvenue dans Freezone. Freezone, c'est ton podcast qui va parler freelance, entrepreneuriat, carrière, argent. Je suis Dominique Akpoué et j'ai créé Freezone pour parler des sujets dont personne ne parle dans le milieu professionnel. On va parler de sujets sans tabou, on va parler de sujets cash. On vendait un produit qui marchait à l'intelligence artificielle qui te permettait d'aller détecter sur les réseaux sociaux des termes que tu souhaitais savoir. Par exemple, si tu voulais le terme Nike, tu pouvais savoir sur Twitter ce que tout le monde disait à chaque fois qu'ils écrivaient le mot Nike, tu vois. Tu n'avais pas besoin d'aller sur Twitter, de taper Nike dans la barre de recherche. L'outil, il te sortait tous les tweets avec le mot-clé Nike et il te disait si c'était positif, si c'était négatif, si c'était plutôt du dégoût, de la peur, de la joie, ce genre de choses, tu vois. Et du coup, ça marche pas tant que ça, donc au final, on arrête tout et moi, je me retrouve à devoir trouver une autre alternance. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Freezone. Donc cet épisode, il est spécial parce que nous avons notre premier invité. Si je vous dis la Founders Night, si je vous dis cofondateur, si je vous dis qu'il est jeune, qu'il travaille en tant qu'entrepreneur, qu'il a créé plusieurs projets, plusieurs entreprises, vous pensez à qui? Marley Kervolin. Alors nous allons accueillir Marley Kervolin. Salut Marley, comment vas-tu? Salut Dominique, ça va super, merci pour l'invitation, c'est trop cool. Non, génial. Moi, je suis contente en fait parce que j'ai démarré ce podcast pour donner des conseils à toutes les personnes qui veulent se lancer, qui veulent gagner plus, parce que moi, je suis un peu aussi sur les sujets d'argent, gagner plus, gagner de la liberté. Et je suis contente de pouvoir inviter plusieurs entrepreneurs, des personnes que je trouve inspirantes, qui font des trucs géniaux. Voilà. Et donc, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, je me suis dit, voilà, j'ai fait ma liste, il fallait que tu sois dans mon podcast. Trop bien, Donc, super démarche en tout cas. super. Marley, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je sais que tu es entrepreneur, que tu as cofondé la Founders Night, mais voilà, qui est Marley pour que les personnes te découvrent un peu plus? Ouais, carrément. Je m'appelle Marley, j'ai 23 ans. Euh, je suis sur l'année de mes 24 là. Globalement, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Je suis entrepreneur. J'entreprends sur plusieurs projets aujourd'hui, dont la Founders Night que tu as évoqué là juste avant. Euh, Tu l'as dit au début, je suis assez jeune, donc j'ai fini mes études là, il n'y a pas longtemps. Donc c'était sur la promotion 2021-2022 et depuis, je suis entrepreneur à plein temps. Génial. Et dans mes activités, globalement, j'ai la Founders Net que tu as évoqué et dont on va pouvoir parler un peu plus en détail juste après. J'ai mon e-commerce qui s'appelle Japan Inbox. Je vends des box par abonnement dans la niche manga et animé. Génial. Et j'ai aussi un podcast comme toi, du coup, Ouais. pour les étudiants entrepreneurs. Ça s'appelle Entrepreneuriat étudiant. Et nous, on cherche à mettre en lumière des entrepreneurs étudiants pour donner des conseils à des étudiants qui aimeraient se lancer, mais qui hésitent à passer le pas, tu vois. Génial, génial. Ben, c'est très intéressant tout ça et je pense que ça va intéresser la communauté parce que vous voyez, Marley, il fait beaucoup de choses et ça, c'est super. On aime les personnes qui font beaucoup de choses, qui se battent, qui lancent des projets et en fait, l'idée, c'est vraiment de tester. Tant qu'on n'a pas testé, on ne saura pas en fait. On ne saura pas si ça marche, on ne saura pas est-ce que la voie, elle est faite pour nous d'être entrepreneur. Toi, tu as étudié quoi et tu es devenu entrepreneur? Qu'est-ce que tu as étudié? Ouais, alors pour te refaire tout le parcours, j'ai fait un bac S, donc scientifique, tu vois, mais pas très intéressant. Je l'ai fait parce qu'on m'avait dit que c'était un peu la bonne voie et tu vois, à l'époque où on m'avait dit, Ah ouais, oui, les gros sous sont là-bas. on m'a dit, Normalement, c'est bon, ça, on après, m'a je dit sais pas. ça. On m'a dit, si tu fais S, c'est la réussite, etc., tu vois. Ça m'a pas plu parce que c'était trop théorique à mes yeux, les sciences, et c'était pas assez concret pour moi, tu vois. Ah Du bon? coup, D'accord. ouais. Du coup, après le bac, j'ai arrêté complètement les sciences. Je suis parti en fac d'économie-gestion, Ok. donc pour voir un petit peu l'autre partie qui semblait plus concrète à mes yeux. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était pas forcément trop pour moi non plus, mais je pense que c'était plus la partie économie qui m'intéressait pas que la partie gestion, tu vois. Mhm. Donc, licence 3, il fallait que je fasse un choix entre spé économie ou spé gestion. Je suis parti sur une spé gestion. Et donc, j'ai quitté la fac et je suis arrivé à l'IAE de Poitiers. Ce qu'il faut D'accord. savoir pour vraiment comprendre tout mon parcours, c'est qu'à partir de la licence 2, j'ai fait mon premier projet, avec des grosses guillemets. C'était plus dans le cadre d'un cours, tu vois, enfin, d'un truc à part des cours, mais qui est rentré dans le cadre scolaire. Donc, j'ai Mhm. créé mon premier projet où je suis parti chercher mes premiers sous, j'ai fait mes premiers prototypes, etc. J'avais créé un sac qui s'appelait Clovis à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui, forcément. Mhm. Mais en gros, c'était un sac pour protéger les ordinateurs qui était bien rembourré, imperméable et un peu esthétique, tu vois.
Donc ça, c'était le but du sac. Et donc c'est là-dedans où j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'adorais, mais c'était encore un peu flou à cette époque pour moi. Donc du coup, IAE, L3, spécialité gestion. Je devais partir 3 mois à l'étranger à la fin de mon année et Mhm. je me retrouve bloqué vraiment à 2 semaines du départ. Je pars pas parce que le Covid est arrivé et la France a bloqué toutes les frontières. Donc plus personne ne sort de chez soi, plus personne ne sort du pays, plus personne ne sort de nulle part, tu vois. Donc Mhm. confinement. Mhm. Confinement, je suis bloqué et là, je me retrouve avec 3 mois devant moi, donc de mars à juin, où j'ai rien à faire parce que du coup, je devais Mhm. partir à l'étranger et finalement, je pars pas. Et l'école, ils n'avaient pas forcément prévu ça. Donc, ils nous ont placés sur une plateforme d'anglais qui s'appelait Global Exam. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs. C'est pour apprendre l'anglais, si tu veux. Et en fait, pendant 3 mois, c'est très long, tu vois. Donc, forcément, c'est des choses que tu fais très tôt si tu t'y prends très tôt ou au dernier moment. Mais dans les deux cas, une fois que c'est fait et tu as beaucoup de temps devant toi. Du Oui. coup, je me retrouve avec 3 mois où j'ai rien à faire et où je me remets beaucoup en question, où je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, je suis arrivé sur ma fin de licence, les cours, ça me plaît plus, dans le sens où me lever le matin, aller écouter une personne me parler 4 heures d'une matière qu'il enseigne depuis des années, franchement, ça m'intéresse plus du tout. Je Euh, comprends. tu vois, et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais, tu vois? Donc, arrivé là, je me dis, OK, je pense que je vais arrêter l'école. Ça m'intéresse plus du tout, je vais arrêter là. J'en discute avec des proches autour de moi et tu vois, le discours, ça a été: «Non, arrête pas, tu as fait une licence, maintenant fais juste 2 ans de plus, finis ton master et après on n'en parle plus», tu vois? Du coup, je me lance quand même dans un master et le deal, c'était, alternance ou rien. Donc, soit je travaillais et j'allais en cours en même temps, du coup, l'alternance, soit je l'ai pas en cours du tout. Du coup, je suis parti sur de l'alternance et je pense pouvoir dire aujourd'hui que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, Oui. dans ma vie parce que quand tu rentres dans le monde du travail et en plus moi je commençais à avoir de l'intérêt pour l'entrepreneuriat, je me rends compte que, ce qu'on t'apprend à l'école et ce que tu vois dans les startups, c'est 2 mondes complètement opposés, tu vois? Mhm. Et donc du coup, ouais, alternance. Je fais, mon master à l'INSEC, de Bordeaux, donc une école de commerce à Bordeaux et du coup, pendant cette alternance-là, tout se passe bien. Et sur cette première année, je lance mon e-commerce dont, je t'ai parlé, juste avant, qui s'appelle Japan Inbox et je vends, mes premiers produits. Enfin, je lance mon premier vrai business, en fait. J'avais fait du dropshipping un peu en amont, Mhm. mais voilà, c'était vraiment très bancal. Les gens, ça n'a pas du tout marché, 0 € Bah, de le chiffre temps d'affaires et cetera. d'apprendre aussi, le temps de développer, prendre les outils, parce que les outils du e-commerce, moi je sais un petit peu, c'est une fois que tu les as, tu n'as pas le succès automatiquement, hein. Il faut vraiment savoir les utiliser, ces outils. C'est ça, exactement. Et du coup, moi, je savais pas faire et du coup, c'était un flop total. Et du coup, je lance mon premier vrai business par contre là et c'était quand même du e-commerce mais là, je le considère comme un vrai business pour lequel j'ai de la tâche et je compte vraiment le développer et donc c'est Japan Mm. Inbox. Et donc ça se développe, voilà, tranquillement. Je finis ma première année d'alternance et j'enchaîne sur une deuxième année d'alternance dans une autre boîte parce que, la boîte dans laquelle je bossais du coup, ça faisait 3 4 ans que les fondateurs étaient dessus et ça marchait pas tant que ça. Du C'était une coup, start-up? c'était une startup, ouais, c'est ça. En Mhm. fait, on vendait un produit qui marchait à l'intelligence artificielle, qui te permettait d'aller détecter sur les réseaux sociaux des termes que tu souhaitais savoir. Par exemple, si tu voulais le terme Nike, tu pouvais savoir sur Twitter ce que tout le monde disait à chaque fois qu'ils écrivaient le mot Nike, tu vois. Sauf que tu D'accord. n'avais pas besoin d'aller sur Twitter, de taper Nike dans la barre de recherche. L'outil il te sortait tous les tweets avec le mot-clé Nike et il te disait si c'était positif, si c'était négatif, si c'était plutôt du dégoût, de la peur, de la joie, ce genre de choses, tu vois. Il était capable de déceler ce genre de D'accord. choses. Un peu plus poussé que Google Trend, parce qu'avec Ouais, Trend aussi, tu... carrément plus poussé Google Trends, ouais, carrément. Ok. Et du coup, ça marche pas tant que ça. Donc, au final, on arrête tout. Et moi, je me retrouve à devoir trouver une autre alternance. Donc, c'est ce Mhm. que je fais sur ma deuxième année d'alternance. J'en trouve une deuxième. Et je travaille dans une boîte qui s'appelle Esli avec Martin, du coup, dont je vais reparler juste après parce que c'est avec lui que je fais la Founders Night. Mhm. Donc, je travaille avec Martin et Julien et toute l'équipe d'Esli. Et c'est une année, encore une fois, qui se passe super bien. Et pendant cette deuxième année-là, j'entreprends un deuxième projet qui est le podcast. Donc, qui D'accord. s'appelait Entre deux podcasts à l'époque, mais comme personne ne comprenait vraiment le nom, on a changé et maintenant on s'appelle Entrepreneuriat étudiant. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et donc voilà, et donc sur la fin de cette deuxième année-là, pareil, en fait, si tu veux, sur l'année 2020, ouais, c'était l'année 2022, Martin et Julien, qui étaient les cofondateurs de la boîte, partent aux US, aux D'accord. États-Unis pendant quelques mois. Et ils reviennent avec une vision de l'entrepreneuriat qui est complètement incroyable, qui sort des sentiers battus, où tu sais, c'est un peu underground, où tu peux faire des soirées pour entrepreneurs, mais tu te retrouves dans le sous-sol d'un bâtiment et ça se passe très bien, tu vois, il n'y a pas de souci, où tout le monde n'est pas là pour montrer qu'il est le meilleur, etc. Mm, mm, Et en fait, mm. c'était une mentalité, un mindset
qu'on appréciait vraiment beaucoup. Autour de la bienveillance aussi, autour du Voilà, partage. bienveillance, collectif et partage, tu vois, c'était J'ai vu vraiment ça dans ça. votre manifeste. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Et on s'est dit, bah, ok, nous, ce qu'on a l'habitude de voir en France comme événement, c'est des événements plutôt où les gens, ils te serrent la main, ils essayent de te l'écraser, ils sont là à toujours dire, ouais, moi, je fais ci, moi, je... Moi, je suis meilleure, j'ai levé tant de... Non, mais tu vois, c'est exactement ça. Et cette mentalité-là, en fait, on en avait marre et on s'est dit, bah, ok, on va faire exactement le même genre d'événement en France, euh, où les gens vont pas venir pour dire, moi, j'ai levé 2 millions. Ils vont venir et ils vont dire, bah, moi, ma boîte, elle fait ça, elle aide telle personne. Toi, tu Mhm. fais quoi? Et un échange commence à se construire. Et ok, bah, tu fais ça, moi, je peux peut-être t'aider sur ça. Ok, bah, moi, je connais telle personne qui fait ça, il pourrait t'aider aussi. Et tu vois, plus dans cette partie-là d'entraide, de cohésion, que moi, j'ai levé 2 millions, je suis le meilleur, tu vois. Donc voilà, et c'est là que naît la Founders Night, donc mon Génial. troisième projet. Et donc, c'est arrivé sur la fin de mon M2. Et donc, je finis mon M2 tranquillement. La Founders Night, ça démarre. Et donc, première soirée de la Founders Night en juin 2022. Donc, voilà un petit peu pour répondre juste à la question qui était qu'est-ce que j'avais fait en termes de parcours scolaire. Mhm. Non, non, c'est super intéressant et je pense qu'on va revenir un peu sur chacun des projets parce que chacun d'eux est ultra intéressant et pertinent et je pense que pourrait intéresser en fait une personne sur la communauté, j'espère en tout cas. Mais avant ça, je voulais démarrer par la Founders Night, savoir en fait quand vous avez eu donc l'idée, allez, on le fait en France, on lance cet événement et tout. Qu'est-ce que vous avez mis en premier lieu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Combien de temps ça vous a pris? Est-ce que vous l'avez fait un mois, allez, on organise tout, ou bien vous avez peaufiné le projet sur allez, des mois et des mois? Je crois que ça a pris 3 à 4 semaines pour faire le premier event. En fait, Martin et Julien reviennent des US début mai, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme Mhm. ça. Et on discute pas mal, ils nous racontent un peu ce qu'ils ont fait. Et fin mai, on se dit, OK, go, vas-y, on le fait. De toute façon, on n'a rien à perdre. Personne ne nous connaît, vraiment, on est personne. Donc, on n'a aucune renommée à détruire ou quoi que ce soit. Donc, on le fait. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça J'adore le marche, mindset. tant mieux. Mais tu vois, c'était ça. Et on s'est dit go. Et en fait, on s'est dit quand est-ce qu'on le fait. Il nous fallait une date et on s'est mis une deadline assez courte parce que, bah, en fait, après, enfin, tu vois, c'était le mois de mai. Et donc, après, tu étais en juin. Et après juin, c'était Ah, juillet. Sauf que oui. juillet, tout le monde part en vacances, c'est l'été. Et donc, on s'est dit juin, ce serait cool. Donc, on s'est dit fin juin, on fait ça. Donc, 23 juin, si je dis pas de bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Bah, là, ça a été simple. On a créé un peu on a essayé de storyteller tout ça, tu vois, de créer une histoire Mhm. autour de la Founders Night. Et c'est ce que je viens de te raconter, en fait, Mhm. pourquoi on l'a créé, d'où nous est venue l'idée, etc. Donc, le retour des États-Unis et tout ça. On en a parlé sur les réseaux. On a contacté pas mal de monde, on a invité du monde pour qu'ils viennent participer à les événements, pour qu'ils repartagent sur leur réseau, etc. On a aussi surtout été en contact avec Valran, celui qui nous a le plus soutenu aujourd'hui sur la Founders Night, Mhm. qui nous a bien mis en avant auprès de sa communauté parce qu'il connaissait quand même pas mal de monde. Valran, il a le crayon qui s'appelle il a le média pardon qui s'appelle Le Crayon. Le crayon, oui, Ouais, oui, je vois. exactement. Et donc, du coup, ouais, il connaissait déjà pas mal de monde, donc il a pu nous mettre en avant aussi. Il adorait le concept, donc il nous a 100% suivi et je le remercie pour ça. Et donc, voilà, en fait, ça a été vraiment beaucoup de communication, expliquer vraiment aux gens ce qu'on avait envie de faire avec la Founders Night, l'idée, le concept derrière ce nom, tu vois. Mhm. Euh, et puis voilà, en fait, on a juste mis tout ça en place et en 3 4 semaines, on a réuni 200 personnes dans le sous-sol d'une salle d'escalade. On voulait un endroit un peu underground, tu vois, on voulait pas. Tu vois, typiquement, nous, je pense aujourd'hui, tu nous dis fais un événement à Station F, on va te dire non. Parce que on sait que c'est là où il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais pour Oui. nous, c'est trop entrepreneur aussi, tu vois. Ouais, c'est trop costard, peut-être, ou Ouais, pas? mais même pas forcément costard, tu vois, parce que vraiment, il y a des startups et tu vois, c'est un peu jeune et tout. Mais c'est trop facile, on va dire, d'un point de vue entrepreneurial. Tu sais, quand tu dis entrepreneuriat à Paris, tu peux penser à Station F facilement, tu vois. Donc là, on Mhm. s'est dit, vas-y, on veut retrouver ce côté underground qu'ils avaient rencontré aux États-Unis. Et donc, on s'est dit, premier événement, on a trouvé une salle d'escalade qui avait un sous-sol qui était top et on s'est mis là-bas. On s'est mis là-bas. C'était sur une petite place où il y avait du parquet. En face, tu avais un tapis et un mur d'escalade et les gens pitchaient devant ce mur d'escalade-là, tu vois. Et donc, ça a été super. On a réuni, moi, comme je disais, 200 personnes sur cette première édition. Donc on était très contents. On ne s'attendait pas à réunir autant de monde. Et donc, voilà. Voilà pour cette première édition. Ouais. Et comment ça a D'accord. démarré. Et donc 200 personnes. Pour toi, en fait, quelles sont les leçons que tu tires du coup de ce projet? Bah, que les gens ont envie de se rencontrer et ont besoin de se rencontrer. Je pense que vraiment, là, on peut parler de vrais besoins. Les gens, quand ils viennent à la Founders Night, en fait, nous, ce qu'on a
aussi voulu importer dans le concept, c'était franchement, venez chez nous, que vous soyez CEO d'une boîte de 500 personnes ou que vous soyez stagiaire, vous avez le droit d'échanger, vous avez le droit de vous tutoyer, vous avez le droit d'être sur un pied d'égalité, tu vois. Et c'était vraiment ça le but. Et on s'est rendu compte que les gens appréciaient cette mentalité-là et que quand ils viennent à nos Founders Night, ils adorent échanger entre eux. Nous, on a une certaine liberté, on met en place une certaine liberté auprès des gens. C'est-à-dire que sur cette première édition, il n'y avait que des pitchs, mais maintenant, il y a aussi des talks pendant les Founders Night. Et en Mhm. fait, on dit aux gens, si vous voulez écouter les talks, vous écoutez les talks. Si vous ne voulez pas écouter les talks, vous n'écoutez pas les talks. Vous allez discuter. Bon, on vous demande juste de sortir parce que sinon, ça fait du bruit. Et par respect pour ceux qui parlent et qui prennent le micro, on évite le bruit au maximum. Mais si vous ne voulez pas écouter, vous écoutez pas. Et on ne va pas vous forcer à écouter, tu vois. Le but de la Founders Night, c'est que les gens se rencontrent. C'est pas que vous écoutiez des gens parler sur scène de l'entrepreneuriat ou d'autres raconter leurs projets. C'est vraiment les rencontres. Et donc, du coup, ce que je retiens vraiment de ces événements-là, c'est que les gens ont besoin de se rencontrer, les gens ont besoin d'échanger. En plus, tu vois, c'est des entrepreneurs qui viennent à nos événements. Et quand Mhm. tu entreprends, au pire, tu es tout seul. Au mieux, tu as une petite boîte. Tu vois, la plupart des gens, c'est souvent assez early stage. Et il y en a beaucoup qui viennent solo, tu vois, qui viennent seuls parce qu'ils entreprennent seuls. Et certes, ils ont un réseau, mais ils ont envie de l'agrandir, tu vois. Ils ont envie de rencontrer Mhm. d'autres gens, de découvrir d'autres entrepreneurs du secteur ou non, d'ailleurs, tu vois. Et donc juste de développer leur réseau. Et donc, ils ont besoin de se rencontrer et ils sont vraiment fans de ça, tu vois. Non, ça c'est génial. Je trouve ça intéressant parce que moi, pendant mes études, je te parle un petit peu de moi et j'avais voulu en fait accroître le réseau. On dit oui, networker, c'est important. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis jetée dans les premiers réseaux que j'ai trouvés. Qui n'étaient pas les bons, voilà, pour le dire, pas les bons, où oui, je me suis beaucoup investie en fait, et au final, non, ça m'a pas apporté de réseau, ça m'a pas apporté en termes non, non, ça a été vraiment, ça a été le gros leurre. C'est pour ça que là, j'ai été très hésitante en fait à retourner à des événements et tout. Mais là, ce que tu me dis, ce que j'ai lu aussi sur votre site, le manifeste, et ce que je vois, hein, même en échangeant avec toi, parce que du coup, on peut faire un site avec voilà un beau branding, un beau message, mais en fait, si on ne le vit pas, on ne le communique pas, en fait, ça marche pas. Et du coup, moi, en échangeant avec toi, je t'ai envoyé un message. Tu me connais ni Dev ni Dathan. En fait, on va dire, l'échange a été fluide, rapide et tout. Et là, tu le confirmes, échanger avec toi, moi, je trouve ça super agréable. Donc, honnêtement, je suis convaincue, tu vois. Même si j'avais pas lu le manifeste, tu vois, ce que tu dis sur le fait qu'il y ait du réseau, du partage, de l'entraide, ça me convainc, tu vois. Et je me dis, honnêtement, le type de réseau, et je le dis pour la communauté, c'est vraiment le type de réseau qu'il faut rejoindre. Parce que du coup, il en existe aussi beaucoup où, en fait, on va se perdre, on va juste prendre des cafés et au final, ça ne mène à rien. Malheureusement, il en existe, hein. Euh, Et oui, pour revenir sur ce que tu dis, on veut vraiment, et je pense qu'en fait, au final, on le fait même pas exprès, c'est plutôt instinctif. On veut vraiment porter les valeurs qu'on met en avant avec la Founders Night, tu vois. Où là, tu vois, tu me demandes aujourd'hui enregistrer un podcast. Moi, je te dis, OK, c'est parti. Il y a des gens qui me contactent, qui me disent, Marley, je suis sur tel projet, j'aimerais avoir un regard extérieur. Bah, OK, go, on s'appelle 30 minutes, on en parle. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté. En fait, on va te donner du temps, et on va apporter de l'entraide, de la cohésion entre entrepreneurs, parce que en fait, on adore ça. Et si je te donne du temps aujourd'hui, je sais que peut-être dans 6 mois, 2, 3, 5 ans, j'en sais rien, tu me le rendras, tu vois. Et je suis pas pressé, je te le donne parce que j'ai envie, tu vois. Génial. Je me disais juste, si on retourne sur la Japan Box, c'est ça? Ouais, Japan Inbox, ouais. Japan Inbox. Donc ce projet-là, comment il t'est venu? Tu es fan de manga, c'est ça? Alors, je suis pas fan de manga, je lis pas de manga, j'ai jamais lu un manga de toute ma vie, mais je regarde des animés. Ça surprend toujours quand D'accord. je dis ça parce que je vends des mangas. Mais c'est drôle parce que depuis tous ces mois où je fais ça, j'ai pas lu un des mangas qui est arrivé dans mes box. Alors, comment ça m'est venu l'idée? Petite rétrospective sur mon année en licence 3. Tu vois, quand je te disais que je suis pas parti à l'étranger Mhm, euh, mhm. parce que le Covid, en fait, je me suis retrouvé face à moi-même où je me demandais ce que je faisais. Et du coup, j'ai poncé YouTube, j'ai commencé à lire mes premiers livres sur l'entrepreneuriat. Je pensais que j'aimais pas lire. Au final, je me suis retrouvé à adorer ça. Tu vois, vraiment, Tu lis utile en fait. Voilà. ouais, exact, c'est le terme. Tu vois, vraiment, c'est lire utile, c'est ça. Et donc, j'adore ça, apprendre des choses en lisant.
Et donc, je commençais à lire mes premiers livres, Père riche, Père pauvre, Millionnaire Fastlane, Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup, etc. Et je lis plein de livres et je me rends compte que l'entrepreneuriat, en fait, c'est un truc qui vraiment m'attire vraiment beaucoup. Et comme je t'avais dit, j'avais lancé du dropshipping un petit peu avant, mais ça n'avait pas marché, mais tu sais, sans plus, tu vois. Mhm. Et du coup, j'arrive sur ce M1 et je commence vraiment à, sans trop me casser la tête non plus, à me dire, OK, là, il me faut une idée de business, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire un truc, juste qu'est-ce que je fais? Du coup, je check un petit peu tout ce qui existe et je tombe sur une chaîne YouTube qui s'appelle les Co-Founders. Je crois qu'elle existe encore, cette chaîne. Et en Mhm. fait, c'est deux mecs qui t'expliquent comment on lance des business de box par abonnement, donc des e-commerce de box par abonnement. Et je trouve le D'accord. business model fou parce qu'en fait, sur ce business-là, tu perds pas d'argent. En Ouais. fait, tu peux pas perdre d'argent. Pourquoi? Sauf si tu as vraiment très très peu de clients. Mais franchement, à partir de 5 clients, tu es rentable. Parce que tu reçois l'argent de tes clients avant de Ah passer ouais. commande chez les fournisseurs, tu vois. Génial. Donc, tu vois, moi j'ai une deadline qui est le 20 du mois. Et donc, les gens commandent avant le 20 du mois. Et toutes les personnes qui ont commandé avant le 20 du mois, je reçois l'argent de Stripe le 20. Et donc, je sais combien de personnes je dois livrer. Je sais combien d'argent j'ai. Et je sais quel objet je dois mettre dans ma box pour avoir 30% de marge, tu vois. Et donc, du coup, comment m'est venue l'idée? C'est grâce à eux. Et donc, j'avais le choix de la niche. En fait, je devais me mettre un peu où je voulais. Et c'était soit les mangas, parce que je savais que ça pourrait très bien marcher. Je sais pas si tu sais, mais la France est le deuxième pays consommateur de mangas dans le monde, après le Japon, qui est le pays où il y a tous les créateurs de Je mangas. savais pas. Donc, Mais tu as eu une bonne intuition aussi. ouais, donc la France, franchement, c'est plutôt un bon endroit pour les mangas. Et le deuxième, c'était le handball, parce que enfin, j'en fais plus aujourd'hui, mais je faisais du handball. Et j'en ai fait pendant peut-être 9 ans. Et j'adorais ça aussi, mais je voyais pas trop quoi mettre dans des box pour des handballeurs, etc. Tu vois. Je Donc, vois pas non plus, mais voilà. Donc, je suis plus parti sur les mangas et les animés. Et donc, voilà, en fait, tout simplement, c'est comme ça que m'est venue l'idée, parce que je cherchais une idée de business, parce que l'entrepreneuriat, ça me parlait à fond, et parce que j'étais passionné par cet univers-là, malgré le fait que je ne lise pas un seul manga du tout. Mais cet univers me plaît, et du coup, je voulais en faire un business, en fait, tout simplement. En fait, je me rends compte que le fait que tu ne sois pas parti à cause du Covid, on dit le Covid a tout bloqué, mais en fait, il y a des opportunités. C'est vraiment ça. Quand on dit une porte se ferme, et en fait, il y a une autre qui s'ouvre, une fenêtre, et là, je le vois totalement dans ton histoire, quoi. Même si tu dis que tu n'as pas pu partir, c'est dommage, tu t'es retrouvé face à toi-même, mais c'est aussi important de se retrouver face à soi-même pour se poser les bonnes questions. Parce que parfois, on s'occupe juste pour ne pas se poser, pour être amené à réfléchir en fait à vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important pour nous. Non, mais c'est ça. C'est clairement ça. Et moi, tu vois, aujourd'hui, quand j'en parle, je dis qu'en fait, c'est un mal pour un bien, tu vois. Sur le moment, j'étais vraiment dégoûté de pas être parti. Mais aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je me dis, OK, si j'étais parti, est-ce que j'aurais vraiment fait tout ce que j'ai fait, tu vois? Est-ce que Mm. j'aurais commencé à lire? Est-ce que j'aurais commencé à regarder toutes ces vidéos de The Family où ça m'a marre tout ça? Est-ce que je me serais vraiment intéressé à l'entrepreneuriat? Pas sûr. Et pourtant, le fait de pas partir, ça m'a permis de prendre le temps d'eux. Et je pense que j'en suis là grâce à ça aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est une Mm. bonne chose d'un côté. Je pense que oui. Moi, je crois fermement que tout ce qui nous arrive, je dirais que c'est pour notre bien. En tout cas, il y a toujours une façon de retourner la situation, de la voir de façon positive. Sur le coup, ben, c'est embêtant, ça nous énerve, mais il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, au moins, vraiment, hein, à en tirer. Et ça, je le vois dans ton histoire. Non, c'est super. Et du coup, j'avais une question sur le networking. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais je pense que tout au long de ton discours, de tes réponses, on voit que bah, le réseau, c'est important. Le réseau, c'est la bienveillance. Le réseau, c'est le partage. Et que du coup, bah, tout le monde sur le même pied d'égalité pour partager des tips, avancer, donner du temps et en recevoir. Donc ça, c'est génial. Je me disais juste, qu'est-ce que tu as comme idée concernant, qu'est-ce que tu penses en fait de l'investissement? Parce que du coup, sur ma chaîne, j'aborde aussi l'argent, je parle aussi d'argent. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement pour toi? Est-ce que tu as commencé à investir? Et quels sont les projets ou quels sont les projets que tu voudrais sur lesquels tu voudrais investir, voilà, quand tu commences? Ouais, bah juste avant de répondre à ça, je vais faire un parallèle avec le réseau que tu évoquais juste avant, Mm. où, où en fait, à mes yeux, le réseau fait tout. Vraiment, tu vois, quand on m'a dit, moi, à l'époque, ouais, va dans une école de commerce, tu vas avoir un réseau incroyable, etc. C'est faux, j'ai pas eu de réseau incroyable depuis mon école de commerce. Par contre, en faisant ce que je fais, je me rends compte que si tout le monde dit ça, c'est parce que vraiment, le réseau, je pense que c'est une des choses les plus importantes que tu peux avoir dans tes armes, on va dire, quand tu es entrepreneur. Dans le sens où, si tu connais les bonnes personnes, tu vas pouvoir débloquer des situations que des gens vont galérer à débloquer, tu vois. Mm.
Typiquement, la Founders Night, la première, on l'a bien poussée parce qu'on a rencontré Valorant, tu vois, et Valorant nous a bien aidés. Après, on a rencontré plein d'autres entrepreneurs qui ont mis le truc en avant et ce qui a fait que ça a bien aidé, etc. Moi, j'ai Mhm. rencontré d'autres entrepreneurs avec lesquels j'ai eu des discussions sur mes propres business aujourd'hui et avec qui j'ai pu évoluer grâce à eux, tu vois. Et Mhm. si je les avais pas rencontrés, je pense que je serais pas non plus là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ce Mhm. que je veux dire, ouais, c'est juste que le réseau, ça fait vraiment tout. Et pour en revenir sur l'investissement, ben, juste pour faire le parallèle avec le réseau, je pense que si tu rencontres les bonnes personnes qui ont déjà investi, je ne parle pas de ceux qui te disent ouais, il faut investir, etc., qui ont déjà investi, qui ont eu des résultats positifs ou négatifs, mais qui ont eu des résultats et qui ont des choses à t'apprendre, là, ça devient intéressant. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes et je vais t'expliquer, enfin, à partir du moment où tu rencontres ces gens-là, c'est là où tu vas avoir le plus de progression. Pour parler d'investissement pur, moi je pense que l'investissement, c'est une des choses sur lesquelles tout entrepreneur doit se pencher. C'est sûr qu'au début, quand tu entreprends, tu n'as pas forcément les moyens d'investir Mhm. et ça s'entend. Enfin, c'est normal, il faut se construire Mhm. un patrimoine, il faut avoir du cash, etc. Pouvoir faire des prêts, il faut avoir une situation, etc. Mais je pense qu'investir, c'est une des choses les plus importantes dans le sens où tu vas construire du patrimoine, du vestige sur le long terme, en fait, tu vois. Le but quand tu investis, il ne faut pas te se dire, ah ouais, aujourd'hui je vais mettre tant, demain je veux tant. Il faut se dire, aujourd'hui je vais mettre tant, ok, j'ai mes projets, je continue à les développer, etc. Dans 10 ans, je me dirais, ah, heureusement que j'ai investi il y a 10 ans, tu vois. Tu vois ce que Mhm. je veux C'est le dire? bon mindset là. Donc en fait, l'investissement, c'est ça. Faut pas se dire je veux tant tout de suite. Il faut se dire je mets parce que je sais que dans tant d'années, ça va me rapporter plus. Mais sauf que entre ce moment où tu as mis et ce moment où tu as ton résultat, toi, tu as continué à développer ton business, tu as continué à faire ta route. Du Mhm. coup, tu as quelque chose qui s'accroît, qui grandit, qui te rapporte de plus en plus chaque jour. Mais à la fin, tu te retrouves avec une source supplémentaire parce qu'il y a 10 ans, tu as investi, tu vois. Et Mhm. donc l'investissement, moi, je le vois comme ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut investir le plus possible. Moi, aujourd'hui, je n'investis pas du tout, pour être transparent avec toi. Mais dans ma tête, j'ai vraiment envie d'investir. Je pense à plein de choses. J'entends parler de la bourse tout le temps. J'entends parler de l'immobilier aussi. Franchement, l'immobilier, c'est vraiment une verticale que j'aimerais exploiter Mhm. de diverses manières, tu vois. Moi, je pense. Enfin, je regardais beaucoup de vidéos YouTube sur l'immobilier à un moment et je suis tombé sur un mec qui avait fait un truc, j'ai trouvé ça trop intelligent. Dis-moi. Euh, il avait. Ah non, mais je suis tombé sur ce mec-là et il y a quelques semaines, j'ai rencontré un autre entrepreneur qui s'appelle Alexandre Lacharme qui a fait exactement la même chose aussi. Alexandre, D'accord. d'ailleurs, il a sorti un livre, il parle que d'investissement dans les parkings, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez développer, Alexandre Lacharme, c'est une bonne ressource. Mhm. Et du coup, le mec que je rencontre sur YouTube, c'est le mec il dit, bah, en fait, j'avais pas forcément les moyens d'investir dans l'immobilier. J'avais pas une situation assez confortable pour que la banque me prête beaucoup. Mais du coup, j'ai demandé, je sais plus combien il avait emprunté, mais c'était juste pour acheter un parking, tu vois. D'accord. Et en 10 fait, 000 en parking, entre 8 000 et 10 000. ça Ouais. dépend où tu l'achètes, mais globalement, c'est ça, tu vois. Mhm. Et du coup, il demande ça pour acheter un parking. Et ce qu'il fait sur ce parking, au lieu de faire louer une voiture, de mettre une voiture à quelqu'un et il prend un rendement tous les mois, ce qu'il a fait, D'accord. c'est qu'il l'a divisé en quatre et il a mis quatre motos sur ce même parking, tu vois. Oui, ok. Donc, au lieu de mettre une voiture à 100 euros par mois, il a mis quatre motos à 60 euros par mois, tu vois. Mhm. Et donc, tu passes de 100 à 240 euros et le rendement, c'est tout de suite plus le même, tu vois. Et donc, Mhm. cette idée-là, moi, d'investir dans l'immobilier et de commencer par les parkings, je l'ai toujours en tête parce que, bah, tu vois, en tant qu'entrepreneur, ok, j'ai plein de business, ok, ça a le succès que ça, mais quand tu vas voir une banque et tu dis je suis entrepreneur, ce mois-ci, je gagne tant, ce mois-ci, je gagne tant, c'est un peu bancal, tu vois. Et du coup, la Ouais, banque a tendance à hésiter. Donc, en plus, moi, je me rappelle, j'étais allé voir la banque à l'époque, j'étais encore en alternance, et il m'avait totalement refoulé. Il m'a dit Ils t'ont non. ils t'ont pas pris au sérieux. Ah, mais clairement pas. Ils m'ont dit le taux d'endettement, il est beaucoup trop élevé là, etc. Donc c'était pas possible. Mais voilà, c'est une idée que j'ai en tête depuis un petit moment. Et puis après, tu vois, continuer à faire mon petit bout de chemin. Donc, développer, pourquoi pas acheter des appartements, pourquoi pas acheter des immeubles. Il y a des gens qui achètent des immeubles. En fait, on se rend pas compte, mais il y a Mhm. des gens qui achètent des immeubles dans des plus petites villes, typiquement. Mhm. Ils vont pas Mhm. acheter à Paris, etc. Sauf que quand tu achètes un immeuble dans une plus petite ville, ça te coûte parfois moins cher que d'acheter un grand appartement à Paris et Mhm. tu fais rentrer quatre personnes et donc le rendement est multiplié. Donc en fait, l'immobilier, il y a énormément de choses à faire. L'immobilier, ce sera toujours là. Il y en a plein qui disent oui, l'immobilier, ça marche plus autant qu'avant. C'est faux. Il y a des bâtiments partout. Tout le monde aura besoin de se loger, quoi qu'il arrive, à un moment, que ce soit maintenant, que ce soit dans 50 ans. Les gens auront besoin d'un toit. Donc l'immobilier, ça marchera encore en ce moment-là. Donc moi, je pense que l'immobilier, c'est une source sûre. Et après, du coup, il y a tout ce qui est bourse, crypto aussi. J'essaie Les cryptos? de regarder un peu. Je m'y connais pas du tout en crypto et je veux pas Mhm. du tout faire l'expert crypto ici. Mais je regarde un petit peu ce qui se fait et je me dis, bon.
Peut-être un jour, je tenterai de mettre quelques euros, mais voilà. Mais donc, ma vision un peu sur l'investissement, c'est ça, c'est que je pense qu'il faut investir le plus tôt possible. Moi, aujourd'hui, j'ai 23 ans et je commence même déjà à me dire que faudrait que je me bouge parce que sinon, ça va commencer à faire trop tard. Mm. Mais enfin, il est jamais trop tard, hein. Faut pas avoir ce genre de mindset-là, mais plus tôt c'est, mieux c'est. Donc voilà pour l'investissement et je pense vraiment qu'il faut investir vite et bien, surtout. Faut pas investir dans n'importe quoi, sinon on peut perdre de l'argent quand même. Il y a un certain risque. Génial. Et pour revenir en fait sur le fait qu'il faut investir maintenant, on peut le faire. Moi, j'avais mis en place une stratégie, c'est que je me disais, en fait, je trouve toujours des équivalences pour faire quelque chose. C'est-à-dire, si je veux faire un truc, je me dis, bah, en fait, je peux le faire parce que j'ai fait plus difficile ou moins difficile. Voilà, je trouve des équivalences. Et sur l'investissement, en fait, je me dis, bah, en fait, un restaurant, tu as des restos parfois à 90 euros. Le resto, si vous êtes deux ou même tout seul et que tu t'ambiances tout seul, tu peux en avoir pour 90 euros dans certains restaurants. Donc en fait, je me dis, ben, à 90 euros, peut-être je me prive d'un restaurant et en fait, j'achète une crypto. Et comme les cryptos, ben, en fait, elles sont parfois à 10-8, tu en as parfois à 0,01. En fait, c'est vraiment de se dire que je n'attends pas d'avoir, par exemple, 3 000 euros ou 4 000 euros, mais je mets un resto. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans les cryptos, en fait. C'est en mettant 50 euros, en mettant... Parfois, j'avais 200 euros. Ben, en fait, je me dis 200 euros. Quand j'étais salariée, hein, 200 euros, ben, au lieu d'acheter ben, des chaussures, des vêtements, ben, du coup, je fais la crypto. Et j'ai gagné, on va dire, au pic du Bitcoin, j'avais gagné, avec mon mari, on avait gagné 12 000 euros, tu vois. Ah, 12 quand 000 euros, même, c'est c'est, ah bien. ben oui, bon, comparé à d'autres personnes, ce n'est rien, hein. Comparé à d'autres personnes, ce n'est rien. Mais 12 000 euros pour 2 000 euros investis, on était refait. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est énorme. C'est énorme, On était t'as fait trop un x10. contents et tout. Et du coup, j'ai continué parce que, ben, en fait, on ne sait jamais. Et je pense comme toi, hein, moi, je suis stratégie plutôt long terme. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes. Mon mari, par exemple, lui, il est bah, court terme. C'est-à-dire, j'investis. Il est plutôt trader. Parce que les traders, ils regardent le pic, ils retirent. Ça c'est la stratégie trader. Moi, je mets et j'oublie. C'est-à-dire, j'oublie même le code parfois. Donc, bah, j'irai demander à la NASA de me retrouver mon code Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Il y a un gars qui avait des bitcoins sur son disque dur et il a demandé à la NASA Ah, il a demandé à la NASA, je savais pas. Moi, j'ai entendu l'histoire d'un mec qui avait des bitcoins, qui a perdu le mot de passe, mais en fait, il avait investi il y a vraiment longtemps. Et du coup, là, il est vraiment très riche, sauf qu'il se rappelle plus du mot de passe, donc il a plus accès. Et c'était lui? Je ne sais pas si c'est le même, mais il y en a un qui allait demander à la NASA de l'aider à ouvrir, en fait, de retrouver. C'est horrible. Mais du coup, voilà. Donc, en gros, faut investir, mais ne pas oublier le code, en fait, de son compte Binance. Ça, c'est important. Voilà. Donc, on ferme la parenthèse. Pour revenir, en fait, à tes projets. Donc, on a parlé de la Japan Inbox, de la Co-Founders Night, de la Founders Night. Et maintenant, en fait, tu travailles aussi sur ton podcast. Tu as des partenaires pour ça, je crois. Tu as Sur le podcast? Oui, ou Non, tu es du tout, tout du tout. seul? Tout C'est... seul. Ah, oh, pardon, quand tu dis partenaire, si, on travaille à Co-host. deux. Oui. Ouais, si, Coast, ouais, si, on est deux. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Et ça va? Comment ça se passe? Vous abordez en fait les sujets autour de l'entrepreneuriat étudiant. Donc, vous rencontrez des étudiants qui se sont déjà lancés, qui viennent en fait partager leur expérience, c'est ça? C'est ça. En fait, le constat, il était simple à l'époque quand je me suis lancé avec Ipti. Bah, elle s'appelle Ipti, du coup, ma co-host. En fait, Ipti, elle est encore étudiante aujourd'hui. Moi, j'ai fini depuis enfin, un peu moins d'un an, là, tu vois. Sauf que, comme je t'ai expliqué, on a lancé le podcast pendant nos études tous les deux. Et moi, j'ai lancé un business un an avant qui était Japan Inbox. Mhm. Ipti, elle était diète, elle a fait des études de diète. Et du coup, elle était à son compte en tant que diététicienne, tu vois. Mhm. Donc, elle aussi, elle était étudiante entrepreneur. Elle fait ça en parallèle de ses études. Et du coup, en fait, le constat, il a été simple. On s'est rencontrés sur LinkedIn, sur un post. C'était vraiment incroyable, la rencontre et la puissance de LinkedIn. Mais le constat, il était simple, c'est qu'en fait, on écoute des podcasts tous les jours et c'est super cool. Sauf qu'en fait, on écoute des podcasts de gens qui se lèvent le matin, qui pensent à leur business et qui, jusqu'au soir, vont penser à leur business et dormir. Et le lendemain matin, ça recommence. Sauf Mhm. que nous, on n'a pas ce mode de vie. Vous Nous, avez une on autre se lève. réalité en fait. Exactement. Nous, on se lève le matin, à 8 heures, il y a cours. À 8 heures, il y a cours, tu finis tes cours, il est 18 heures. Et à 18 heures, tu as ton business parce que tu dois le faire avancer, ton side project. Et du coup, tu es sur ton business de 18 à je ne sais pas quelle heure, tu vois. Mhm.
Et Thierry et moi, en plus, on avait une réalité un peu différente, c'est qu'on était aussi en alternance. Du coup, on était en alternance, on faisait du sport. Donc, Hmm. moi, pour te parler en mon nom, comment ça se passait, la journée, c'était soit j'étais en cours, soit j'étais au travail, donc dans mon alternance. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une alternance, tu as, une charge mentale quand même, parce que tu dois faire du bon travail et tu es censé enfin, répondre à tes objectifs. Tu finis ta journée les 18 heures. Moi, j'avais entraînement. Après la journée de travail, j'avais entraînement 4 fois par semaine. Et après l'entraînement, il devait être quelque chose comme 21 heures. Tu rentrais chez toi, tu étais KO, mais il y avait ton business qui t'attendait. Et moi, des fois, il y avait à la fin du mois, j'avais des box à emballer, tu vois. Et Mhm. donc, je devais faire de la logistique. Donc, c'était pas forcément très drôle, mais tu vois, tu as ce quotidien-là qu'un entrepreneur pur n'a pas. Et donc, du coup, on s'est dit, bah attends, si on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des quotidiens complètement différents, pourquoi on ne les interviewerait pas, tu vois? Et on s'est dit, OK, nous, on a ce quotidien qui est un peu différent, donc on veut faire un podcast qui met en avant ces gens qui ont des quotidiens différents aussi et qui sont étudiants entrepreneurs. Pourquoi? Mhm. Parce qu'on l'était aussi, qu'on se rendait compte que c'était quelque chose d'extrêmement passionnant, qu'on est convaincu que les études, c'est le meilleur moment pour lancer un projet de toute sa vie. On Mhm. pense qu'après, on aura du temps, c'est faux. Après, il y a plein de galères qui arrivent, il y a plein de Ouais, responsabilités. ouais. Donc, les études, c'est vraiment le meilleur moment. Il y a les enfants aussi parfois. Ah ouais, non mais oui, il y a les enfants, il y a avoir un animal, il y a avoir une vie de couple, Un il y a... manager. Non mais vraiment, il y a plein de trucs, il y a plein de responsabilités qui arrivent dont on ne se rend pas compte en fait quand on est étudiant. Donc les études, c'est vraiment le meilleur moment. Et donc on a lancé ce podcast-là pour que les étudiants justement, les étudiants entrepreneurs qui nous écoutent puissent s'inspirer les autres, mais surtout les étudiants qui se disent, ah ouais, est-ce que je lance vraiment mon projet maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est une bonne chose, etc. Arrête de penser ça, écoute des gens qui le font Mhm. quotidiennement et se disent, ah ouais, bah attends, mais si lui il le fait, je peux le faire aussi. Donc, Génial. donc l'idée, elle était là. Et du coup, on a lancé ce podcast-là, je crois que c'était en avril ou mai 2022. Et aujourd'hui, ça tourne toujours. On a encore des épisodes qui sortent. On a le format que nous on appelle Entre nous, qui sont les interviews d'étudiants entrepreneurs, et on a le format Entracte, qui sont des épisodes beaucoup plus courts de moins de 10 minutes, dans lesquels on va te parler d'une thématique précise, tu vois, typiquement comment construire une offre, les erreurs que l'on a fait pendant notre podcast, c'est quoi le statut d'étudiant entrepreneur, c'est quoi le statut d'auto-entrepreneur, bah, tu vois, plein de petits sujets comme ça qu'on va décrypter et qu'on va aborder en moins de 10 minutes sur un épisode. Super, super. Non, j'aurais adoré en fait pendant mes études avoir ce type de podcast. Dans mes études, moi j'ai fait un master en entrepreneuriat et c'est vrai que j'ai lancé un blog et une communauté autour du pain. Et malheureusement, je n'ai pas su en fait trouver un bon business model à raccrocher. J'étais blogueuse, j'allais goûter des pâtisseries et tout. J'avais 20 000 personnes hein, Sur sur Ah, Facebook. quand même. Facebook. Oui, 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 non, c'était génial. Par contre, voilà, sans business model, eh ben, tout s'est arrêté. Donc, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que tu as pas mal de personnes qui ont des idées, qui ont des passions, mais qui ne savent pas comment aussi les transformer et les monétiser, quoi. Ouais, Donc, c'est exactement ça. génial, génial. Et moi, dans cette dernière partie du coup de l'interview, je voudrais donc passer sur la phase de conseil. Déjà, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ou que tu aies lu hein, et que tu appliques tout le temps maintenant? Quel est le ou les meilleurs conseils que tu aies reçus? Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est à l'époque, on ne me l'avait pas dit comme ça, mais tu sais, c'est le fait de faire les choses, c'est mieux que de se prendre la tête et d'y réfléchir. En anglais, ils disent Agir. done is better than perfect, tu vois. Mhm, mhm. Donc, le fait est mieux que le parfait. Et c'est comme ça qu'on m'avait expliqué ça à l'époque. Et on m'avait dit, franchement, c'était à l'époque où je cherchais justement à lancer mon premier business avant Japan Inbox. On m'avait dit, Mhm. franchement, arrête de te prendre la tête. Tu veux lancer un business. Là, j'avais pas vraiment d'attache émotionnelle avec quoi que ce soit. Je voulais juste lancer un business pour lancer un business et faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. On m'avait dit, arrête de te prendre la tête. Trouve une idée que tu penses pouvoir marcher et Mhm. lance-la. Juste lance-la, tu vois. Mhm. Et si ça marche pas, c'est pas grave, t'es personne, et je suis encore personne aujourd'hui, mais enfin personne va venir t'attaquer, on va pas sonner chez toi, on va pas te dire tu dois de l'argent aux impôts, enfin tu vois, il y a pas de problème, tu vois. Donc vraiment Oui, c'est ça. vas-y, tu Il n'y a risques rien à rien. perdre en fait. Il Voilà, c'est faut. ça. Les risques, voilà, les risques, il n'y a pas mort d'homme, tu vis au pire, ok, peut-être que tu seras un peu triste, Ouais, mais non mais c'est voilà. ça. Au pire, tu auras investi un peu et tu perdras, allez, peut-être 100, 200 euros parce que tu as investi ça au début. Et, et après, qu'est-ce qui va t'arriver, tu vois? Et Mhm. c'était plus ça le conseil qu'on m'avait donné et le conseil que j'applique encore aujourd'hui et que j'ai envie de donner à plein de gens, tu vois. Génial, génial. Ça fait écho à un conseil en fait d'un milliardaire. Moi j'aime bien, je suis beaucoup les milliardaires.
Faut s'en inspirer, C'est t'as bien une raison. meilleure leçon. Et du coup, en fait, il disait, en fait, il faut agir. Et qu'il y en a un, Grant Cardone, il dit, sa force, c'est qu'il est un master, un maître de l'exécution. Dire, il agit, il agit, il agit. Mentalise pas trop, réfléchit pas trop, il agit. Mais je pense que ça, c'est un peu dommage. Je pense que peut-être dans le système francophone, on a un peu tendance à vouloir obtenir des services et des produits parfaits. Ce qui fait qu'on est un peu intransigeant, voire intolérant par rapport à des entrepreneurs ou à des produits qui sont bancals au début, quoi. C'est ça, Je exactement. pense, Je le vois, hein, je le vois, et moi, personnellement aussi, parfois, ça m'arrive. C'est-à-dire, quand on paye pour quelque chose, eh bien, on s'attend à ce que le truc soit, Bah oui. soit là et tout, alors qu'en fait, la mentalité américaine, elle est tout autre. Je prends par exemple, j'ouvre une parenthèse, mais je prends par exemple l'exemple d'une dame qui s'était lancée sur YouTube. J'avais vu ça il y a peut-être 2-3 ans. Et c'était une mamie, je pense qu'elle a plus de 70 ans. Et en fait, elle faisait une chaîne YouTube pour les cheveux, comment grandir les cheveux quand on est afro-descendant. Et parce que bon, tu sais que parfois ça peut être très difficile de faire Ouais, pousser clairement. les cheveux et tout. Et du coup, elle, ce qu'elle avait fait, c'était sa chaîne. Et j'avais adoré la mobilisation sur YouTube. En fait, les Américains, ils étaient là, go Granny, you can do it, go, go. Et tous, ils ramenaient des potes et ça likait, et ça likait. Et elle est à plus de 10K maintenant. Je pense elle les a dépassés, mais à l'époque, elle avait fait 1000 abonnés. Je pense qu'elle avait 1000 abonnés en une journée, Non, mais tu vois, c'est ça. voire plus. C'est que ça se Alors donne, que sa ça chaîne, demande de la elle force. était juste juste. là en mode mamie avec ses petits pots et puis elle faisait des crèmes, elle mixait des trucs un peu verts bizarres, elle mettait sur ses cheveux et tout, mais tout le monde était là, go mamie. Mais en France, je pense que c'est un peu différent. Donc on exécute, mais on dit de se lancer, d'exécuter, mais il y a encore un peu d'intolérance. En tout cas, moi, je le vois un peu là. Bah, tu vois, moi, typiquement, je suis jamais allé aux États-Unis, donc je peux pas trop non plus m'avancer sur ce que je vais dire, mais de ce que j'ai l'impression de voir entre la France et les États-Unis, c'est que euh, en France, quand quelqu'un est en réussite, les gens vont avoir tendance à pas forcément le jalouser, mais tu vois, à se dire, ok, c'est un peu bizarre, comment il a réussi, c'est de la chance du jour au lendemain, ce que tu veux. Alors que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est très inspirationnel. C'est, ok, toi, tu as réussi, ok, bah dis-moi comment tu as fait, C'est comment ça. tu es passé de 0 à 1 et de Mhm. 1 à 10 et de 10 à 100 pour que je fasse la même chose de mon côté, tu vois. Sauf Mhm. qu'en France, on va pas te demander comment tu as fait. En France, on va te dire, tu gagnes combien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, il y a cette Mhm. différence de mindset, tu vois. Aux États-Unis, on va essayer de s'inspirer de toi, de savoir comment tu as fait. Et en France, on va essayer de te demander combien tu gagnes. Et si tu gagnes trop, on va commencer à te juger. Ah ouais, il gagne beaucoup, il donne rien aux autres, etc. Tu Oui, il y a parfois cette différence-là aussi. En tout cas, moi, je vois, je ne sais pas si tu as vu l'histoire à la recherche du bonheur. Si, j'ai vu, Euh, incroyable. ouais, et en fait, c'est comme ça qu'il s'en est sorti, parce qu'il a vu ce coursier ou Ouais, c'est trader vrai, Il ouais, lui a c'est ça. demandé, demander, bah, mais en en fait, fait, comment vous faites? Et je me rappelle une histoire avec une copine, on faisait un footing. Et on était dans un beau quartier, dans le 16e et tout ça. Et là, on voit un monsieur descendre d'une voiture. J'étais jeune à l'époque. On voit un monsieur sortir d'une voiture et tout, il y a 7 ans, 8 ans. Et là, je dis, ah non, 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 je vais faire comme Chris Gardner. Je vais, et puis je lui dis, comment vous avez fait? Et là, il me dit, bah, l'immobilier. Je lui dis, l'immobilier où? Et il me dit l'immobilier dans le 92. Je dis ok, merci. Il était surpris, mais en même temps bienveillant. Il m'a répondu simplement et tout. Et il dit ok, bon bah j'ai ma réponse. Bon ben ma target, je sais que voilà, c'est là-bas que je vais acheter. Mais non, 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 génial. Mais ça, tu peux pas le faire. À la fois, tu peux pas poser la question. Bon, c'est difficile de poser la question et même la personne qui reçoit la question, Elle peut se braquer, elle peut ouais. être, oui, voilà, être réticente. Bah, pourquoi tu me demandes et tout. Mais je trouve ça génial quand même, hein. Je trouve ça génial. Ouais, euh, c'est une question de mentalité, ouais. Oui. Et du coup, donc, toi, ton meilleur conseil, quel est le conseil que tu donnerais en fait à une personne qui voudrait se lancer, qui hésite? Parce que sur ma communauté, on a des personnes qui sont salariées. Bon, elles ne sont pas étudiantes comme toi, mais elles ont une autre activité, donc elles sont salariées. Et là, elles ont encore plus de responsabilités. C'est pas les cours, mais tu as le manager, tu as peut-être la famille, tu as les enfants.
et du coup, elles hésitent à se lancer. Il y a l'entourage aussi qui peut-être n'aide pas. Donc, quel conseil tu pourrais donner? Alors, du coup, par rapport à cette situation-là, moi, je pense que, en fait, le conseil en lui-même, il est très simple. C'est lance-toi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu te lances pas maintenant, de toute façon, tu vas le regretter. Il y a pas de bon moment pour se lancer, ça n'existe pas. Tu, dois te lancer quand tu as l'idée, tu y vas, tu vois? Tu y vas. Même si tu as des responsabilités, des enfants et cetera, tu y vas. Moi, j'avais pas ces responsabilités-là à l'époque, mais j'avais une alternance à gérer, donc des objectifs à atteindre. J'avais, le sport 4 fois par semaine, match le samedi, et j'avais un business à gérer à côté, même 2 quand je suis arrivé sur ma deuxième année d'alternance parce que j'avais Japan Inbox et le podcast, tu vois? Et pourtant, ça, du coup, j'avais des journées qui étaient vraiment pleines. Je compare pas ça à avoir 2 enfants, à aller chercher à l'école et cetera, bien sûr, et moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas vraiment savoir la charge de travail. Mais tout ça pour dire que j'avais des journées qui étaient quand même très pleines et que j'arrivais quand même à trouver un moment pour avancer sur mes projets. Au début, quand j'étais vraiment occupé, ça avançait pas très vite, mais ça avançait quand même, tu vois? Vaut mieux faire un pas un par un que se dire: «Ah, aujourd'hui, j'ai du temps, je vais faire 100 pas», tu vois? En Mhm. faire un par un parce que tu vas avancer petit à petit et tu vas voir que la progression, elle est là. Elle est là, elle est constante. Mhm. Et du coup, moi, j'aimerais dans ce conseil-là de lance-toi, j'aime bien faire le parallèle avec le, mmh, l'équation du succès que j'avais Mhm. vu, passer de je ne sais plus quel faudrait vraiment que je retrouve ça. Je sais plus quel entrepreneur américain, encore une fois, qui avait dit ça, qui ça m'avait marqué. Il avait dit: «Le succès, c'est l'idée fois l'exécution». Donc là, du coup, je fais le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure Mhm. et l'idée est très simple, c'est que tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu fais rien, ton succès, il est égal à zéro. Par Mhm. contre, tu peux avoir une idée un peu bancale, mais qui marche un peu. Si tu as une exécution qui est au top du top, tu peux très bien t'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et Mhm. donc, en fait, il faut trouver le parallèle entre l'idée et l'exécution. Moi, je pense que l'idée, si tu crois en ce que tu fais, ça peut marcher quoi qu'il arrive. Et maintenant, c'est juste de l'exécution. Donc, tu mets en place les choses étape par étape. Tu définis potentiellement un plan si tu veux. Tu dis, OK, là, je dois faire ça, 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 ça cette semaine. Même moi, ce que j'aime bien faire, ce que je fais plus trop en ce moment, mais que j'ai bien fait à un moment de ma vie, c'était OK, à la fin de l'année, j'aimerais être là. Donc, si je veux être là à la fin de l'année, bah, ça veut dire que d'ici 3 mois, il faut que je sois là. D'ici 6 mois, pardon, il faut que je sois là. Si je veux être là d'ici 6 mois, il faut que d'ici 3 mois, je sois là. Et donc, dans 3 mois, Hein, tu te faut que Enfin, d'ici avec un des mois. plannings. C'est ça, en fait. Ouais. Tu redescends, tu redescends, tu redescends. Et au final, tu te dis, OK, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine, tu vois? Et donc là, Mhm. déjà, tu dis, ah oui, OK. Tu vois, tu es beaucoup plus proche de ce que tu vas faire à la semaine que ce que tu vas avoir dans un Derrière. an. Et c'est Mhm. beaucoup plus simple. Mais c'est beaucoup plus simple d'avancer comme ça. Et donc, ouais, le conseil que j'ai à donner, moi, c'est vraiment lancez-vous, trouvez le temps de vous lancer, priorisez les bonnes choses, tu vois. Typiquement, au lieu de se dire, bah, ce soir, je vais regarder ma série sur Netflix, la série elle dure quoi, 40 minutes? Ok, rate un épisode. Prends 40 minutes pour faire ton étude de marché. Prends 40 minutes pour regarder quelle cible tu pourrais aller chercher, tu vois. Prends ces Mhm. 40 minutes-là pour ça. 40 minutes, c'est pas beaucoup, hein. En vrai, 40 minutes, ça va super vite Ah, quand tu es c'est tellement concentré. vite. Quand tu es concentré, Tu ça mets passe un super truc vite. au feu, Ah, mais c'est ça, tu 30 l'oublies minutes. carrément. C'est ça, tu vois? Mais ces 40 minutes que tu vas passer aujourd'hui, c'est pas 40 minutes que tu auras besoin de faire demain ou après-demain et cetera. Tu les auras déjà fait et donc tu auras avancé d'un pas, comme je disais, tu vois? Mhm. Donc prends le temps de vraiment, avancer sur ton projet et priorise. Tout est une question de priorisation. Les gens aujourd'hui, quand ils te disent: «J'ai pas le temps de», c'est pas vrai. Ça veut dire que juste, c'est pas la priorité, tu vois? Mhm. Si s'ils veulent, ils ont le temps, tu vois? Moi, aujourd'hui, pour le podcast là, qu'on est en train de faire, typiquement, j'avais d'autres rendez-vous aujourd'hui. Si je voulais, j'aurais pu dire: «Ouais, j'ai pas le temps de», tu vois? Non, c'est Mhm. juste que j'ai priorisé ce podcast, je l'ai calé avec toi et tous les autres rendez-vous qui sont arrivés après, je leur ai dit: «Non, je suis pris, c'est bon», tu vois? On passe à autre chose et donc tout est une question de priorisation. Priorise des choses. Si vous avez, s'il y a des enfants et cetera, la famille passe toujours avant tout. Là, faut pas l'oublier, bien sûr. On va chercher les enfants à l'école, on les nourrit, on s'en occupe et cetera. Mais quand ils sont occupés à jouer, s'il y a 20 minutes, même 20 minutes, prends 20 minutes et va avancer sur ton projet pendant 20 minutes. Juste prends Super. ce temps-là et fais-le, tu vois? Et juste, du coup, agis. C'est ça, lance-toi, agis, exécute, appelle ça comme tu veux, mais c'est ça en fait, c'est juste fais les choses. Ok, parfait. Je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode et il y a encore beaucoup de choses à dire et je pense que honnêtement, je te fais cette promesse-là, qu'on soit tous les deux dans une salle du coup pour pouvoir échanger de vive voix. Je pense que ce sera on va dire excellent, encore plus excellent. Voilà. Donc, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont écouté ce podcast, qui ont découvert Marley ou peut-être même qui m'ont découvert. Voilà, je vous souhaite en fait de passer une très bonne semaine, très bonne journée. Et puis, on va laisser le dernier mot à Marley. Marley, un dernier mot.
Et ben, si vous avez envie de lancer un projet, lancez-vous. Si vous voulez rencontrer du monde, n'hésitez pas à venir à la Founders Night. On fait une prochaine Founders Night à Paris mi-juin, normalement le Juin? 16. Normalement le 16. Bon, la date est encore à communiquer plus tard, mais mi-juin, il y aura une Founders Night à Paris. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous réfléchissez à l'entrepreneuriat, que vous voulez rencontrer du monde, discuter avec moi, Dominique, si tu es là, viens, on aura l'occasion d'échanger Je comme serai ça. là. Carrément, trop bien. Et venez nous rencontrer en vrai et trop hâte de discuter avec vous. Parfait. Bah, écoutez, voilà, on va se quitter sur ces derniers mots. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. Vous ne savez pas qui vous pouvez aider en partageant ces conseils. Merci Marley. Merci à toi.